Bonjour Pascal Manoukian, vous êtes directeur général de l'agence CAPA, qui produit beaucoup de reportages que l'on voit dans Envoyé spécial ou des Racines et des ailes, entre autres, mais vous avez surtout une vie de baroudeur, de reporter de guerre, que vous racontez dans un livre tout à fait exceptionnel intitulé Le diable au creux de la main, publié chez Don Quichotte, on va en parler. D'abord, les journalistes sont un petit peu dans le collimateur avec cette affaire Closer, cette affaire de la presse People qui révèle une relation du président de la République. Est-ce que pour vous, qui aimez tant le journalisme, c'est du mauvais journalisme ? Oh, je crois qu'il y a plusieurs formes de journalisme. En tous les cas, c'est pas le mien. Donc voilà, moi, c'est pas ce que j'aime faire dans la vie. Et sincèrement, c'est pas ce qui m'intéresse principalement. Oui, mais que votre agence avait fait des reportages sur Closer à l'intérieur de la presse People. On avait fait, dans la série Les Infiltrés, on avait infiltré Closer pour essayer justement de montrer que les méthodes n'étaient pas très journalistiques, ni très sérieuses. Et donc, on a fait un infiltré chez Closer qui était assez drôle et croquignolesque d'ailleurs. Mais alors, c'est du journalisme, être paparazzi aujourd'hui ? Non, je pense pas. Ça n'a jamais été du journalisme. C'est du business. Mais en tous les cas, c'est pas des informations primordiales et capitales. On va dire dans 95% des cas. C'est ce qui se vend. J'allais dire par là, c'est en quelque sorte la marchandisation de l'information. Moi, je crois qu'il ne faut pas être hypocrite. Tout le monde le lit, tout le monde le prend dans les rédactions. Ça se vend, donc ça s'achète. Donc ça veut dire que quelque part, il y a une demande aussi pour ça. Oui. Alors aujourd'hui, le grand reportage est-il mort ? Non, pas du tout. La preuve, c'est qu'on est un certain nombre à continuer à en faire et qu'il y en a à peu près pratiquement sur toutes les chaînes. Et puis qu'il y a de nombreux jeunes journalistes qui continuent à espérer le faire. Maintenant, c'est peut-être un peu plus compliqué, il y a moins de moyens. Le grand reportage photographique, par exemple, que moi j'ai exercé pendant une dizaine d'années, a beaucoup de mal à survivre parce que les budgets photos et les reportages photos dans les magazines ont quasiment disparu. Donc oui, le métier se fragilise. Mais en tous les cas, il y a toujours la même volonté, la même envie de génération de journalistes qu'on voit nous débarquer à CAPA depuis 23 ans. Oui. Vous avez eu cette envie, j'allais dire, cette vocation, vous le racontez dans ce livre, très jeune, très tôt. Vous vous êtes dit, je veux aller voir les plaies du monde. Alors moi, c'est un peu particulier parce que je suis d'origine arménienne, donc je suis moi-même issu de gens qui ont dû immigrer en France. Et il se trouve que, par les hasards de l'histoire, le génocide arménien n'est toujours pas reconnu. Et j'ai toujours entendu ma grand-mère, quand j'étais petit, me raconter des horreurs, me raconter des déportations, et me faire comprendre que, faute de preuves, parce qu'à l'époque, en 1915, il n'y avait pas de journalisme, il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas d'Internet, faute de preuves, les bourreaux s'en sortaient mieux que les victimes. Et petit, je pense que ça m'a influencé et que je me suis dit, tiens, un jour, je partirai et j'essaierai d'aller engranger des témoignages pour que les victimes de mon époque ne puissent pas disparaître comme ça dans l'histoire. Alors évidemment, il y a l'Afghanistan, il y a l'Irak, il y a le Guatemala, il y a les guerres, il y a la guerre du Golfe, il y a toutes ces horreurs à Sarajevo ou ailleurs que vous racontez dans ce livre. Et vous revenez en France, mais vous n'avez que de cesse de repartir à chaque fois en cherchant le conflit, la guerre. Oui, c'est parce que c'est aussi une certaine forme d'accoutumance, c'est-à-dire qu'à force de vivre l'histoire en direct, à un moment donné, on ne peut plus se contenter de la lire dans les journaux. Donc on a toujours envie d'être là où ça se passe. Et puis bon, c'est plutôt excitant de voir les choses se passer devant ses yeux. Donc quand le mur de Berlin tombe, on est mieux devant le mur de Berlin que devant sa télé. Alors là, il se trouve que c'est assez simple parce que c'est pas très loin. Mais quand l'Afghanistan est envahi, on a envie de passer la montagne, passer à la frontière. Alors on voit une photo là, c'est vous. Oui, ça c'est moi il y a longtemps. Évidemment, en Afghanistan, vous étiez véritablement intégré à la population. Vous dites, on ne fait du reportage qu'en étant avec les gens. Oui, il faut, bien évidemment. Là, l'Afghanistan, c'était au tout début du conflit, c'était la guerre avec les Soviétiques. À l'époque, il fallait au minimum faire 3 semaines à pied dans les montagnes par des cols à 4000 pour rentrer et commencer à travailler. Donc effectivement, il fallait traverser les fameuses zones tribales qu'on ne traverse plus aujourd'hui, donc il fallait être habillé à l'Afghan. Et là, c'est assez particulier parce que, en général, quand les Afghans partent au combat, au cas où ils meurent, ils se maquillent les yeux au col. Donc quand on allait les suivre sur des embuscades, il fallait qu'on soit aussi maquillé, d'où la photo un peu particulière. Oui, c'est un livre de baroudeur, c'est un véritable roman polar de votre vie. En vous voyant comme ça, là, on ne vous imagine pas, mais vous racontez par exemple votre premier reportage au Guatemala, vous vous retrouvez dans des bordels, il faut bien les appeler comme ça, et c'est terrifiant ce que vous y décrivez. C'est-à-dire qu'au Guatemala, j'avais une vingtaine d'années, un peu plus, 23 ans, et en fin de compte, je descendais l'Amérique du Sud tranquillement en travaillant à droite à gauche, et comme il y avait des conflits en Amérique centrale, je me suis retrouvé dans le conflit du Salvador. Et là, je me suis dit, tiens, c'est mon occasion, c'est peut-être l'occasion de commencer un métier. Donc
j'ai rêvé pendant un moment et je m'étais promis de ne travailler que du côté des victimes. Et là, malheureusement, la guérilla me refuse, hein, parce que sans doute pas assez marxiste. À l'époque, c'était des marxistes-léninistes purs et durs. Et c'est l'armée qui décide de m'embarquer avec elle. J'avais fait une fausse carte de presse, un faux ordre de mission. Et en fin de compte, ils m'embarquent, mais pour 2 jours seulement, avec le bordel ambulant de l'armée. Et malheureusement, bien évidemment, les filles qui sont envoyées dans les bordels militaires guatémaltèques à l'époque, vous imaginez, Oui. beaucoup sont des filles qui ont été enlevées. Voilà. Et puis c'est un épisode dramatique du livre parce qu'il y a une jeune fille qui finit assassinée. Oui, de manière terrible. Vous n'oublierez jamais ces visages, dites-vous. Il y en a d'autres, hein, dans votre parcours. Oui, ce parce sont des que visages qui vous hantent. Ce sont des victimes de salauds, dites-vous, parce qu'il n'y a rien de plus universel que les salauds. Oui, et puis on est toujours le salaud ou le héros de quelqu'un. Hein. Vous savez, quand vous êtes dans un camp ou dans un autre, aujourd'hui, je pense que les gens qui peuvent se faire sauter dans des immeubles ou devant des écoles sont des héros pour leur camp. Hein. Oui. Et puis j'ai aussi vu des héros devenir des salauds. J'étais avec les chrétiens à Beyrouth au début de la guerre. Des gens que j'avais suivis et qui étaient bombardés par les Syriens ont fini par faire Sabra et Shatila. J'étais avec des Afghans à l'époque qui étaient des combattants de la liberté et qui sont devenus talibans. Donc les choses évoluent, c'est pas simple. Mais il y a un petit visage d'un gamin que vous n'oublierez pas, qui va mourir devant votre caméra un jour, qui transportait les informations. C'est ça, je suivais à Sarajevo, je suivais un jeune garçon qui s'appelait Sead, qui avait 16 ans et qui était messager sur le front. Et j'avais traversé beaucoup de conflits, j'avais suivi beaucoup de personnages, je les avais tous ramenés à bon port. Et là, ce jour-là, à Sarajevo, on est pris entre le feu de 2 snipers et on se retrouve à un carrefour, on est 5 et les snipers tuent 3 personnes sur 5. Moi, je survis et Sead, qui a 16 ans, meurt. Donc je survis à un garçon de 16 ans, ce qui est effectivement... Oui. De ce jour, vous allez décider de ne plus jamais filmer, d'arrêter. J'arrête le terrain, en tous les cas. Oui, j'arrête le terrain, oui. Oui. Merci, Pascal Manoukian. Ce sont des témoignages tout à fait bouleversants, notamment au Kurdistan. Vous allez refaire la route de votre grand-mère arménienne. Oui, je me retrouve finalement presque 70 ans en arrière, dans les mêmes convois. Ceux-là sont kurdes, mais ils prennent les mêmes routes de l'exode que ceux de ma grand-mère, oui. Donc mon histoire personnelle a constamment croisé sur le terrain l'histoire que j'ai pu vivre entre 75 et 93. Publié chez Don Quichotte, c'est Le Diable au creux de la main, le livre de Pascal Manoukian, directeur général de CAPA. Merci d'avoir été notre invité. Merci à vous.